C'est de nous rejoindre sur B1 pour le compte de cette émission Le Point qui reçoit pour vous ce soir le professeur Isidore Ndayouel et Diem. Il est professeur historien et linguiste. Le professeur Isidore est l'auteur de l'ouvrage L'histoire générale du Congo, de l'héritage ancien de la République à la République démocratique. Il a pris part active à l'organisation de festivités du cinquantenaire et aussi au sommet de la francophonie en 2012. Professeur, bienvenue dans cette émission. Merci. Comment allez-vous? Je vais bien, merci de faire honneur à l'histoire. Nous sommes au 30 juin, je pense que c'est très très bien qu'on puisse penser à l'histoire de la République. Alors, que vous rappelle du coup le 30 juin 1960? Beaucoup de choses. D'abord, je ne peux pas occulter le fait que je suis ce que je suis. Bon, c'est-à-dire que le 30 juin, au départ, pour moi, c'était une journée purement de fête. À ce moment-là, je suis au lycée, au collège, comme on dit, c'est la période des vacances. Et donc, nous avons suivi au loin les événements de ce qui se passait à Kinshasa par la radio. Et je me rappelle très très bien des 3 discours. Les 2 premiers discours qui n'étaient pas très audibles, parce qu'il faut bien reconnaître que la voix du président Kasavubu et la voix du roi Baudouin n'est pas très très radiophonique. Et puis le discours formidable de Lumumba, qui nous a paru être beaucoup plus concret, et qui correspondait à ce que tout le monde savait. Nous n'avons pas été très conscients que c'était un scandale, mais enfin, pour nous, c'était très très bien. Alors, et en ces jours, comme ça, laissez-moi rappeler aux téléspectateurs que nous vous recevons en tant qu'historien pour parler de festivités du 30 juin qui s'est passé hier, lundi, mais également pour revenir sur les souvenirs de l'indépendance. Alors, en ce moment-ci, comment peut-on résumer cette indépendance que la RDC a chèrement acquise en 1960? Il y a beaucoup de lectures qui peuvent être faites de l'indépendance. La lecture la plus commune est que ce jour-là, nous avons cessé d'être une colonie. Et moi, j'aime bien rappeler que ce jour-là, nous sommes devenus une république. C'est extrêmement important de le dire et de le retenir. Parce que vous savez, nous avons été régis à ce moment-là par la loi fondamentale sur les structures du Congo, qui a été promulguée le 19 mai 1960 par le roi Baudouin. Et dans cette constitution, tenez-vous bien, on ne parle que de l'État du Congo. On ne parle pas du président de la République, on parle tout simplement du chef de l'État. Tout simplement parce que jusqu'en dernière minute, on a pensé qu'il était possible que le roi Baudouin devienne le chef de l'État. Même si à la table ronde, cette perspective avait été écartée, mais jusqu'en dernière minute, on s'est dit, vu l'état général des préparatifs, il est quasi difficile qu'on arrive vraiment à mettre en place toutes les structures jusqu'au chef d'État. Donc, on peut dire que le mot « république » est une invention de la journée du 30 juin 60. En quelque sorte, on peut dire que c'est presque une entorse à la Constitution. Donc c'est un événement extrêmement important. Mais beaucoup jugent que cela a été fait avec beaucoup de précipitation, pas avec beaucoup de maturité. On a acquis cette indépendance pas au moment voulu. Il y avait les Congolais n'étaient pas assez matures pour demander cette indépendance. Quel est votre avis là-dessus? Bon, d'abord, un commentaire avant de répondre à votre question. Je pense que c'est un questionnement qui ne devrait plus être des nôtres. Parce que c'est un questionnement qui dénote auprès de notre population une sorte d'adolescence attardée jusqu'à 54 ans
on s'estime adolescent. Et on pose la question aux parents, mais pourquoi vous m'avez mis au monde? Ce qui est quand même étonnant lorsqu'on a 54 ans. Lorsqu'on a 54 ans, ce n'est plus une question qui se pose. Si l'on ressent les répercussions qu'on constate maintenant, on se dit, bon, cela est dû du fait qu'on n'a pas été suffisamment prêt pour acquérir cette indépendance. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire pour que les choses avancent suffisamment 54 ans après, la République est en train encore de vaciller. Mais c'est complètement oublié par ailleurs, parce que je n'avais pas fini de vous répondre, c'est oublié par ailleurs que l'indépendance a été l'objet d'une réclamation des Congolais, que l'indépendance a été l'objet d'une lutte des Congolais. L'indépendance n'a jamais été un cadeau nulle part, ça a été l'objet d'une réclamation. Alors, nous allons dire que tous ceux qui ont réclamé l'indépendance du Congo depuis des années, c'était des gens immatures. C'est incroyable de dire ça. Lorsque une personnalité, des personnalités que nous respectons tous, une personnalité comme le cardinal Maloula, qui dit en 1958 aux Belges à une conférence à Bruxelles, il vaut mieux accorder l'indépendance un quart d'heure trop tôt qu'un quart d'heure trop tard. Faut-il estimer que cette personnalité est immature? Oui. Qu'est-ce qui justifie le fait que les Belges, en ce moment-là, en 1960, ont dit qu'après l'indépendance égale avant l'indépendance égale après l'indépendance? Les Belges n'ont pas dit cela. Le Belge au singulier, un Belge a dit cela. C'est un seul Belge, c'est le général Janssens. Il l'a dit dans un contexte bien déterminé, parce qu'en 1960, il a été convenu qu'il restait commandant en chef de la force publique qui devenait l'armée nationale congolaise. Et il a voulu rappeler aux militaires, maladroitement hélas, mais en soi, quelque part, il avait raison, que pour le militaire, qu'on soit avant l'indépendance ou qu'on soit après, la discipline reste la discipline. Voilà, c'est ça qu'il voulait dire. La discipline reste la discipline. On peut dire... Le militaire reste le militaire. Mais il l'a dit tellement maladroitement que les soldats de la force publique, qui sont des Congolais, qui ont eu à arrêter Lumumba plusieurs fois, qui ont eu à s'en prendre à ceux qui devenaient l'élite congolaise, Kasavubu, le 4 janvier, etc., qui voyaient tout ce beau monde qui hier était dans leur cachot devenir les chefs, et que pour eux, rien ne changeait, ils restaient ce qu'ils étaient, c'était quelque chose d'impensable, d'insultant pour eux. Il y avait là un problème à résoudre de toute façon. Et donc, le général Janssens, qui était un caractère trop entier, n'a pas pris la pleine mesure de cet événement. D'ailleurs, cette phrase-là, il l'avait proposée plusieurs fois à Lumumba avant l'indépendance en disant à Lumumba que c'était à lui à expliquer aux troupes, à lui, ministre de la Défense nationale, à expliquer d'abord que le militaire restait le militaire et que lui était le commandement. Lumumba, aucune fois, n'a fait cela, parce qu'évidemment, il était impolitique, il sentait bien que ce n'était pas comme ça qu'il fallait présenter les choses. D'accord. Alors, pensez-vous que le néocolonialisme appartient maintenant au passé et que la RDC est économiquement et politiquement indépendante? Oui, mais parce que vous imaginez que devenir indépendant,
égale absence de problème. C'est ça le problème, mais ce n'est pas ça. Toute société humaine abrite en son sein une série de contradictions. Même en devenant indépendants, nous avions des problèmes. Même peu avant l'indépendance, nous avions des grèves. Le jour même de l'indépendance a été un intermède. Par exemple, à l'Otraco, au Natra, qui s'appelle aujourd'hui un sigle que je n'ai pas encore bien mémorisé, voilà, il y avait grève. Donc il y avait des grèves, il y avait des problèmes. On le savait bien. Et d'ailleurs, nombre de questions, même constitutionnelles, n'étaient pas résolues. Il a fallu qu'on puisse signer à la veille de l'indépendance, le 29 juin, ce qu'on appelait ce texte fameux qui était donc le traité d'amitié et de coopération avec la Belgique, qui était un traité qui en fait permettait de résoudre un certain nombre de problèmes qui n'avaient pas été résolus. Par exemple, s'il y avait une interprétation malencontreuse de la Constitution, quelle était l'instance qui devait dire la lecture exacte de la Constitution? Eh bien, on a décidé que c'était le Conseil d'État belge. Donc, normalement, lorsque nous sommes arrivés à une situation difficile comme celle du 4 septembre, où Kasavubu révoque le Lumumba, on devait recourir au Conseil d'État belge pour savoir quelle est la lecture exacte de la Constitution, est-ce que ça peut se faire? Mais malheureusement, nous venions quelques semaines avant de dénoncer ce traité d'amitié et de coopération, de couper les relations diplomatiques avec les Belges. Donc, on ne pouvait plus recourir à cette instance-là. Donc, on avait fini. Donc, on avait décidé que tous les magistrats belges restaient en place, que l'administration coloniale restait en place, et que donc, elle allait obéir aux nouvelles autorités congolaises. Alors, tous ces éléments n'ont pas pu fonctionner. Voilà. Mais aujourd'hui, en ce jour, on peut dire que la RDC est indépendante sous le point économique et politique? La RDC est certainement indépendante sur le plan politique et économique, dans ce sens que la République démocratique du Congo est pleinement responsable des options politiques et économiques qu'elle prend. Même si ces options politiques et économiques ne nous arrangent pas toujours, mais en tant que communauté globale, comme République, nous sommes pleinement responsables de nos actes. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, à chercher des boucs émissaires, et surtout des boucs émissaires dans le passé, dans un passé qui date de plus d'un demi-siècle. C'est quand même étonnant et bizarre. Ben voilà, on va parler de la commémoration d'hier, oui. Sous le boulevard Triomphal. La RDC a commémoré les 54e anniversaire, mais c'était plutôt orienté vers l'armée. Alors, est-ce qu'on peut savoir pourquoi cette orientation cette année-ci? Bien. Est-ce que ce n'est pas dans les prérogatives du chef de l'État de déterminer le thème d'une manifestation? La réponse est oui. Nous avons connu en principe 54 festivités de l'indépendance. Voilà. Nous avons malheureusement pendant tout un temps occulté cette célébration, en estimant que non, c'était une journée de méditation, que c'était ceci et cela, et ce qui était tout à fait dommage, au point que beaucoup de gens, lorsqu'on s'approche du 30 juin, ils ne savent plus très bien est-ce que c'est une fête ou ce n'est pas une fête. D'où l'insistance que nous faisons sur le fait de rappeler que c'est la fête nationale. Donc c'est un premier élément. Le second, bien sûr, il peut y avoir une thématique particulière. Je peux vous rappeler que le 30 juin 66, pour aller loin dans le passé,
le président Mobutu avait décidé que il fallait mettre l'accent sur l'indépendance économique. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il a proclamé le Lumumba héros national parce que, disait-il, il a été victime de la dépendance économique, parce qu'il a voulu mettre l'accent sur la lutte pour l'indépendance économique. Alors, c'est donc les thématiques sont nombreuses. La célébration d'hier était une façon de dire que l'armée est maintenant dissuasive. Parce que nous sortons d'un moment quand même assez particulier. Nous avons tous vécu cette affaire du M23 comme étant une insulte, une injustice, quelque chose d'inacceptable. Pour la énième fois, le Rwanda et l'Ouganda mettaient en cause la souveraineté nationale du Congo, pour des raisons diverses. Bon, eh bien, nous sommes au bout de cet exercice. Et nous sommes au bout de cet exercice à cause de l'armée nationale qui a fait son devoir suite à des réformes nombreuses, à des aides, à des formations. L'armée nationale a pu faire son devoir. Quoi de plus normal, en conclusion de tout cela, qui est une espèce de point d'orgue en disant « rendons hommage à nos forces armées de la République démocratique du Congo ». Ça me paraissait tout à fait normal. Une façon de dire aussi que l'armée est devenue maintenant républicaine et dissuasive. L'armée a connu maintenant dans sa reconstruction une étape importante, qui n'est pas encore la dernière. Il y a d'autres étapes. Elle n'est pas encore capable de faire face à tous les défis possibles. Nous sommes là dans un effort de reconstruction d'une armée. Je ne vais pas vous rappeler tout ce qui s'est passé depuis le début des années 90, ou même avant, où l'armée nationale, à ce moment-là, la force armée zaïroise, formée avec toutes sortes de cadres, a connu toutes sortes de crises, notamment le fait d'avoir mis hors de l'armée tous les meilleurs cadres de l'armée formés ailleurs. On ne va pas rappeler toutes les crises que nous avons connues, la corruption, etc., de cette armée, où le monnayage des grades s'était fait. Je ne vais pas rappeler le fait que lors de la guerre de libération, notre armée, en fait, n'en était pas une, puisque c'était une armée rwando-ougandaise qui était à la base, qui poussait les Kadogo devant, mais qui était à la base de cette affaire. Donc, nous devrions maintenant reconstruire tout à fait une nouvelle armée. Et donc, nous sommes dans ce cheminement, dans une étape importante. Il ne faut pas cracher dessus. Parce que pour marcher, il faut d'abord faire le premier, le deuxième et le troisième. Donc, c'est-à-dire l'armée n'est pas encore prête de se passer de l'appui de la MONUSCO? L'armée n'est pas tout à fait encore prête, comme d'ailleurs toutes les armées du monde ne sont jamais tout à fait prêtes pour ceci. Il y a à chaque fois des réformes. Suivez la vie internationale, vous constaterez qu'il y a des problèmes. Et nous ne sommes pas d'ailleurs les plus malheureux dans l'affaire. Prenons la situation d'un pays que nous aimons bien, un pays frère comme le Nigeria. Voyons ce qui s'y passe. L'armée qui n'arrive pas à en finir avec Boko Haram. Nous nous apprenons qu'on a détourné, on a fait partir 200 jeunes filles. On se demande comment, est-ce qu'il y a eu des cars pour pouvoir mettre ces 200 jeunes filles et que jusqu'aujourd'hui on ne les retrouve pas. Donc, nous ne sommes pas les plus malheureux dans le domaine. Bon, voilà, nous avons pu faire ce que nous avons fait. Et au niveau de notre pays, nous avons remporté la victoire sur le M23. C'est une victoire de nos forces armées. Voilà.
Mais voilà, je reviens quand même au début. Vous avez dit que les résultats d'aujourd'hui ne peuvent pas être des répercussions de quelques années du début de l'indépendance. Mais alors qu'en 2010, le président Kabila avait dit que les 50 ans, les ratés des 50 ans de l'indépendance doivent être partagés par tout le monde. Nous sommes tous responsables de rater des 50 ans de l'indépendance. Alors 4 ans plus tard, qu'avons-nous fait 4 ans après? Lorsqu'il l'a dit, c'était en 2010. Oui. Alors, 4 ans après, peut-on dire que nous avons suffisamment tiré de leçons de ces ratés dont nous avons été tous responsables pour pouvoir améliorer la situation de la République? C'est une question très intéressante, mais qui ne s'adresse pas seulement à moi, pas seulement au président Kabila, qui se pose à nous tous, toute la communauté nationale. Est-ce que 4 ans après, nous avons tiré les leçons véritablement des ratés? Nous avons tiré un certain nombre de leçons, mais nous n'en avons pas tiré toujours toutes les leçons. J'ai personnellement admiré le fait que la sécession, en tant que sécession, ne constitue plus pour les Congolais un programme politique pertinent, comme en 1960. J'en ai pour preuve le fait que même lorsque le pays a été éclaté en 3 partis, le MLC, le RCD, etc., eh bien, dans aucune des régions, on a pris l'initiative. On a osé prendre l'initiative de dire « nous constituons une république à part ». Donc, les dirigeants savaient qu'une telle déclaration serait tellement impopulaire qu'il ne faudrait jamais le faire. Donc vous rendez compte... Vous faites allusion je peux terminer. Allez-y. Bon, c'est juste pour répondre à votre question. Je vous en prie. Bon, donc voilà, c'est pour vous montrer que là, mais c'est d'autant plus étonnant qu'à ce moment-là, il y avait un autre nom de pays disponible. Il y avait un autre drapeau disponible. Il y avait un autre hymne national disponible. Mais aucun camp n'a voulu s'approprier de ces éléments pour dire « moi, je suis une république à part ». Donc, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que sur ce domaine-là, le chantage politique qui consistait à dire « moi je fais sécession » est quelque chose qui ne marche plus. Et nous avons des exemples formidables. Au Kivu, par exemple, lorsqu'il y a eu l'éruption à Nyiragongo, je n'oublierai jamais cette image. On a pris des Congolais, on les a amenés au Rwanda pour pouvoir quitter cette zone du séisme. Eh bien, ils ont dit non, nous préférons rentrer chez nous. Et même lorsqu'il y a eu des aides venues d'un peu partout, ils ont dit oui, tout ça c'est bien beau, mais pour nous, ce qui compte, c'est l'aide qui provient de Kinshasa. C'est ça, notre pays. Donc c'est quand même quelque chose de formidable. Il faut que de temps en temps, nous soyons sensibles aux signes du temps. Mais oui, là vous faites allusion, quand vous parlez, vous évoquez la guerre du MLC, la sécession du Katanga, etc. C'est-à-dire, vous faites allusion à l'éclatement de manière géographique, mais alors qu'au niveau des esprits, au niveau des personnes, il n'y a pas cohésion. La République a connu plusieurs formes de négociations pour que les fils de cette République pensent de la même manière et parlent le même langage. On a connu le cas de la Conférence nationale souveraine, on a connu le cas de Sun City, on a connu le cas de Palais de Marbre et récemment des concertations nationales. Mais alors pourquoi le consensus demeure toujours difficile à atteindre d'après vous? Eh bien, je pense que nous sommes là en présence d'un profond malentendu. Un profond malentendu. D'abord, il faut que je vous rappelle, que je puisse rappeler aux téléspectateurs qu'il n'existe aucun pays au monde où la concession, où le consensus, merci,
est totale. Nulle part. Nous sommes dans la mondialisation, nous suivons des nouvelles. Nous suivons maintenant, grâce à TV5 et d'autres médias, ce qui se passe ailleurs. Alors pourquoi avoir organisé les concertations récemment pour chercher la cohésion nationale si le consensus n'est pas chose effective je vous réponds. Dans le commun de mortels? Je vous réponds. Je vous dis d'abord, il faut savoir cela. Donc, c'est parce que nous ne savons pas nous faisons semblant de ne pas connaître le fonctionnement des sociétés humaines. Nous faisons semblant parce que nous le savons très bien. Ça n'existe nulle part. Dans une paroisse, dans une famille même, père, mère et fils, jamais on peut dire que le consensus est de tout temps total. Non. D'ailleurs... Alors, par là, on peut comprendre pourquoi les concertations nationales ont accouché d'une souris. Non. Ça, c'est un premier élément. Le second élément, c'est qu'il faut rendre hommage à notre population. C'est que, malgré tout cela, nous sommes toujours partie prenante à ce qu'il y ait des concertations, à ce qu'il y ait des conclaves, à ce qu'il y ait des conférences sous l'arbre à palabres pour résoudre nos problèmes. Encore faut-il savoir que lorsque nous avons résolu un problème, ça ne signifie pas que plus jamais, il n'y aura plus jamais de problème. C'est là aussi la confusion. Le problème est que lorsqu'il y a un problème, je crois que je l'ai encore dit récemment ailleurs, la société congolaise devient adulte lorsqu'elle met en place des mécanismes pour résoudre ses problèmes internes, non pas se dotant des structures internes. Des gens ont raconté que la conférence nationale a échoué. Elle n'a pas échoué du tout. Elle nous a permis à faire un bout de chemin. D'autres ont dit le conclave de l'Ovanium juillet 61 avait échoué, mais pas du tout, ça nous a permis de faire un bout de chemin. A fortiori Sun City. Sun City nous a permis de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Donc nous sommes arrivés à nous reconstruire, à nous constituer. Et enfin, les concertations nationales ne nous permettent pas d'avoir un gouvernement de cohésion nationale qui est tant entendu par le peuple congolais lui-même, mais également par la classe politique congolaise. Bon, qui décide que la vie s'arrête aujourd'hui? Personne ne dit que la vie s'arrête aujourd'hui. Mais il y a un délai en ce qui concerne les élections. En ce qui concerne les élections, bientôt, ça sera les prochaines élections nationales. Quand est-ce que le président Kabila pense mettre en place finalement ce gouvernement de cohésion nationale pour qu'il puisse avoir le temps d'exercer quand même? Bon, ça je suppose que c'est une question que vous réservez au président Kabila et pas à moi. Bon, en ce qui me concerne, je constate que les concertations nationales ont été également un temps fort dans notre apprentissage à résoudre nos problèmes internes. Il y a eu un certain nombre de résolutions. C'est vrai que nous attendons tous la mise en place de gouvernements d'union nationale. Je crois avoir entendu une déclaration du président où il rappelait que ce n'était pas une promesse, mais que c'était une décision. Eh bien. Et qu'il ne fallait pas faire ça dans la précipitation. Mais moi, oui, mais moi je ne vais pas... Qu'est-ce qu'il pense en parlant de précipitation? Parce que 8 mois se sont quand même déjà écoulés. Qu'entend-il par précipitation ou... Oui, mais écoutez, moi je pense que ce n'est pas la peine de m'amener à des petits débats que nous faisons fréquemment à la télé sur des questions ponctuelles de ceci et de cela. Je pense que les autres le font très bien, ça marche très bien. Ainsi, toutes ces discussions politico-politiques. Mais je constate que, en historien, que nous sommes arrivés à cette étape qui était importante. Il y a des résolutions qui ont été prises. Certaines ont été d'application déjà, d'autres attendent de l'être. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie ne s'arrête pas aujourd'hui.
Peut-être que l'historien d'avenir arrivera à conclure que voilà, il y a eu ceci qui a été décidé, octobre 2013, et 1 an après, ou 2 ans après, ou 6 mois après, le gouvernement d'union nationale a été mis en place. C'est un acte historique banal qu'on pourra évoquer dans l'avenir. Mais pour le moment, je comprends que les acteurs historiques que nous sommes, c'est-à-dire nous, les vivants de cette époque, ça soit pour nous une préoccupation quotidienne de dire à quand ce gouvernement. Je comprends, je respecte cela. C'est tout à fait normal, quel qu'il en soit ici. Mais voilà, vous en tant qu'historien, on va vous ramener sur ce terrain-là. Oui, je vous en prie. Vous vous sentez un peu confortable dedans. Oui, non, je ne refuse pas. Non, mais soyons clairs. Moi-même, je suis acteur de cette époque. Je suis vivant, je suis là. Je participe à la vie contemporaine. Je n'en disconviens pas. Je suis prêt à répondre à vos questions. Vous, en tant qu'acteur, pensez-vous qu'il était opportun d'annoncer ce gouvernement de cohésion nationale? Est-ce qu'il est encore d'actualité, ce gouvernement de cohésion nationale, alors que tout ce qui a été recommandé pour la mise en place de ce gouvernement de cohésion nationale, les objectifs ont été déjà atteints avant la mise en place de ce gouvernement? Est-ce que c'est encore opportun en ce jour de pouvoir mettre en place ce gouvernement de cohésion nationale? Bien, moi qui suis habitué, permettez-moi de dire, de gérer les sociétés humaines, je pense que je peux vous rappeler ceci. Est-ce que qui d'entre nous connaît l'avenir? Qui d'entre nous connaît l'avenir? Nous avons été en octobre 2013, à ce moment-là, chacun de nous a exprimé ce qui était exprimable en ce moment-là. Nous ne pouvons pas juger le passé avec les arguments du présent. Comme si parmi nous, il y avait quelqu'un qui connaît d'avance que oui, mais maintenant que je dis que le gouvernement d'union nationale sera mis en place prochainement, savait d'avance qu'il aura des difficultés pour le faire et qu'il va attendre et qu'il est cynique, il le fait exprès pour le dire afin de le faire après. Et vous pensez qu'il y a des difficultés pour cette mise en place? Mais écoutez, si quelque chose qui devait se faire tout de suite ne se fait pas, j'imagine qu'il y a des problèmes, des petits problèmes qui doivent être résolus. Ce n'est pas sorcier. Vous, en tant qu'observateur averti, quelle serait à la base, qui est-ce qui est à la base de ces difficultés? Mais écoutez, moi je ne suis pas Madame Soleil, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je constate que ceci avait été dit, que nous sommes là quelques mois après. C'est pas fait. Je pense qu'il y a quelques problèmes internes ou de négociations où le président attend que tel ou tel autre élément. Parce que, écoutez, nous, population qui sommes impatients, nous n'avons qu'une lecture des faits. Mais lorsqu'on est responsable, on a d'autres lectures des choses. Il y a un apprentissage de responsabilité qui n'est possible que quand on exerce effectivement la responsabilité. Donc, le chef de l'État a certainement d'autres lectures de la chose. Il n'y a pas que des questions internes, il y a des questions régionales, il y a des questions africaines, des lectures régionales, des lectures africaines, des lectures internationales qui peuvent intervenir et qui interviennent sûrement dans une opération comme celle-là, comme dans d'autres. Et donc, je ne serai certainement pas le premier, ni le dernier d'ailleurs, à lui jeter une pierre. Non. Je pense que nous avons un chef d'État. Mais pourquoi ne pas faire confiance à nous-mêmes, à nos institutions, à nos dirigeants? Mais qu'est-ce qu'on dit de la confiance, que ça n'exclut pas le contrôle?
Contrôle, c'est-à-dire suivre, savoir ce qui se passe, eh bien, etc. Contrôlons. Contrôlons. Alors, j'aimerais vraiment... Là, il n'y a pas matière à contrôler. Mais contrôlons là où il y a des contrôles. Contrôler quand je mets entre guillemets, c'est-à-dire suivre en détail ce qu'il faut, qu'est-ce qui se passe, etc. Nous avons le droit d'avoir ce gouvernement national, je pense, puisqu'il a été annoncé. Et si ça traîne, nous avons le droit également de savoir pourquoi ça traîne, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est à la base de ce blocage. Oui, madame, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout à fait normal et humain que nous soyons impatients. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. D'accord. Alors, vous avez quand même échelonné toutes les étapes de la vie politique de la République, je peux dire ça comme ça. D'après vous, quel est le profil idéal depuis 1960 jusqu'à ce jour d'un Premier ministre, Quel est celui qui s'est démarqué, d'après vous, de 1960 à nos jours? C'est vraiment des tout petits problèmes. Oui, ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. Quel est le profil idéal? Le profil idéal est celui qui s'est démarqué, qui a répondu aux attentes de la population, qui a réalisé le projet de société de son président à l'époque, puisque nous en avons connu 4. Bon. Est-ce que vous tenez compte de ce que les périodes ont changé? D'abord, un premier élément. Donc, on ne peut comparer que des choses comparables. Bon. Deuxièmement, est-ce que vous tenez compte de ce que les régimes politiques ont connu des césures et des éléments différents? Lorsque nous sommes avec le Lumumba, nous sommes dans une situation... D'ailleurs, le Lumumba lui-même a été Premier ministre, disons, pendant un mois. Donc, voilà. D'autres ont eu des périodes plus longues. Tshisekedi a été Premier ministre pendant quelques jours. Si vous voulez. Bon, donc voilà, c'est pour vous dire que je ne vais pas m'étendre dans un exercice de dire tel est meilleur que tel autre, etc. Je pense que ce n'est pas la peine. C'est une question difficile. Mais par contre, non, ce qui aurait été possible, c'est de pouvoir dire, est-ce que tel Premier ministre qui a été à telle époque, a-t-il fait ce qu'il devait faire? Ça, c'est quelque chose de possible, mais aller comparer Lumumba à mon collègue Mabi Mulumba. Je ne compare pas, je demande d'après vous quel est celui depuis 1960 avait le profil idéal et qui s'est démarqué d'après les tâches qui lui ont été confiées. Moi, je vais vous surprendre en disant que j'ai le sentiment que chaque Premier ministre correspondait à un profil qui était tout à fait dans les normes de l'époque. Le Lumumba, parce qu'il a gagné les élections, le général Mulamba avec Mobutu, oui, tout à fait, parce que c'était la deuxième personnalité après Lumumba sur le plan de la victoire militaire. Après, nous avons eu Honoré Mpinga Kasenda, oui, c'était un universitaire remarquable, spécialiste des sciences politiques, qui a été Premier ministre. Nous avons eu Boboliko, pourquoi pas, voilà, c'est un syndicaliste qui a bien travaillé pour la République, voilà, etc. Je peux continuer. Nous avons eu Kengo Adondo, mais pourquoi pas, c'est un homme de grande expérience, juriste, mais également avec des connaissances économiques extrêmement importantes, qui a été à la tête du pays. Nous avons eu Évariste Mabilou Mulumba, mais très très bien, très bien. Bon, maintenant, est-ce que tout ça... Et nous avons Matata Ponyo. Mais Matata Ponyo, pourquoi pas, c'est un Premier ministre qui est tout à fait dans sa fonction et qui travaille bien. Mais nous avons eu avant lui... Mozito, qui était aussi un économiste et qui a bien fait son travail, à condition qu'on donne au Premier ministre les pouvoirs réels, que la population fasse confiance au Premier ministre, que le chef de l'État fasse confiance au Premier ministre, dans le laps de temps qui est donné au Premier ministre pour faire son travail. Pourquoi pas? Voilà. Professeur, nous sommes
À la fin, ça nous reste Oui, quelques minutes. vous en prie. En début d'émission, j'ai annoncé aux téléspectateurs que vous avez pris part active au sommet de la francophonie, dont nous sommes encore la capitale de la francophonie jusque-là. Qu'en est-il des déclarations de Kinshasa à ce jour? Donc, la déclaration de Kinshasa, si vous voulez, c'est une commande de Kinshasa à la francophonie. Est-ce qu'on peut avoir, vous pouvez faire un rappel sur cette déclaration? Écoutez, il y a eu d'abord des questions techniques internes difficiles à résumer ici. Il existe plusieurs chantiers en francophonie, les problèmes des droits de l'homme, les problèmes de la diversité culturelle, le problème de l'environnement, etc., des questions sociales, de la coopération économique, etc. Donc, le sommet de Kinshasa, en résumé, a mis l'accent sur 2-3 éléments. Le premier élément qui me paraît important, c'est de dire que la francophonie devrait désormais se préoccuper des questions économiques, pas seulement culturelles et politiques. Je rappelle que c'est une institution jeune. Elle a commencé en mettant le curseur sur le culturel. Ensuite, elle s'est rendue compte que le politique est essentiel, d'où les sommets des chefs d'État. Maintenant, nous avons, à partir du sommet de Kinshasa, estimé qu'il faut insister également sur les questions économiques. Ça, c'est l'élément majeur du sommet de Kinshasa. Nous allons maintenant vers un autre sommet, c'est dans quelques jours, et là, d'après le thème, il y a des éléments complémentaires. C'est-à-dire maintenant, le 15e sommet met l'accent sur la femme et sur la jeunesse, en disant il faut aussi, n'est-ce pas, être partie prenante de la question de la promotion dans le monde de la femme et de la jeunesse. Voilà, à chaque sommet, il y a une intuition nouvelle qui est mise sur la table. D'accord, d'accord. Alors, professeur, nous sommes vraiment pratiquement à la fin. On va boucler la boucle, mais ne vous quitte pas sans pour autant avoir votre avis sur le bilan que nous devons 54 ans après. Quel est le bilan que la République démocratique du Congo peut présenter à ce jour? Mais ça aurait pu être la première question. Comment voulez-vous, pour terminer, que je puisse donner une idée du bilan des 54 ans de l'indépendance? Je pense que le meilleur bilan, c'est que nous avons été capables de faire en sorte que le Congo, l'ancien Congo belge, puisse abriter une communauté nationale. C'est-à-dire que nous avons gagné à constituer une communauté. C'est un élément particulier, important. Parce qu'il faut rappeler que pendant la période coloniale, on ne se connaissait pas et qu'il était même interdit de circuler d'une province à l'autre, d'une région à l'autre. Ce n'était pas possible. Lorsque nous sommes devenus indépendants, on ne se connaissait pas très bien. Même nos intellectuels, les évolués, se sont vus pour la première fois à Bruxelles lors de l'expo de Bruxelles. Ils lisaient dans les journaux, tiens, il y a un Tchomé à Lubumbashi, tiens, il y a un Antoine Roger Bolamba qui ne se voyait pas. Donc ils vont se voir, se connaître à ce moment. Donc c'est un élément important, ça c'est un. Le second élément qui me paraît important, c'est que nous avons pu, malgré tout, quoi qu'on en dise, donner les réponses adéquates aux défis majeurs de notre société, les défis majeurs. Pensez donc que notre population, voyez l'augmentation de notre population, ce qu'elle est devenue. Nos villes explosent. Tant ce sont maintenant des grandes villes. Il y a des exodes rurales aussi. Voilà, l'exode rural massif. Bon, écoutez, nous avons tenu le coup, mais ça ne veut pas dire que nous devons en rester là. Nous devons maintenant prendre en charge tous les problèmes anciens et nouveaux. Et parmi les problèmes les plus importants d'actualité, ce sont les problèmes sociaux. Et nous savons très bien
que s'il est un secteur qui nous permet durablement de résoudre le problème du chômage, du manque d'argent et tout ça, c'est le secteur agricole. Et donc, c'est là que nous devons mettre, me semble-t-il, le curseur pour les années qui viennent, parce que c'est là où nous allons résorber, je crois, massivement les problèmes que nous avons, les problèmes de chômage qui nous préoccupent. En tant qu'enseignant, ça fait mal de revoir les anciens étudiants, brillants étudiants qui traînent, qui ne font rien, etc. Là où nous pourrons les utiliser massivement. Voilà pourquoi il est important que nous sachions, je dirais, hiérarchiser les problèmes en présence. Parce que ça fait mal aussi de constater que nous nous focalisons très souvent sur, je dirais, des problèmes, bien sûr, qui sont importants dans l'immédiat, une immédiateté tellement grande que ça aurait pu être considéré comme un élément sur lequel on peut je donnais beaucoup d'importance pour pouvoir s'attaquer réellement aux questions importantes. Voilà ce que je veux dire. Voilà, professeur, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous. Nous allons nous retrouver le mardi prochain avec un nouvel invité, mardi à 20h30. Mais si vous voulez revoir cette émission, ça sera demain à 7h30, heure de Kinshasa, mais également jeudi à 23h. D'ici là, prenez bien soin de vous.